vie sanitaire et de vie sociale tout court. Je vais procéder à l'appel et j'inviterai M. Dupont-Noël à rejoindre sa place à l'occasion de cet appel. Jean-Jacques présent, Walker James, présent. Godet Christelle, procuration à Sylvia Degnaud. Guénon Éric, Giraud Dominique, Hénard Machet Pascal, Le Rouillet Alexia, Mervancourt Valérie. Valérie, Elle vient de descendre aux toilettes. Elle vient de descendre aux toilettes. On présente, ok. Bosson Joël, Degnaud Sylviane, Baraté Robert, Girardot Marie-Claude, Tournier Gilles, Robert Bernadette, Ménet Julien Marc, procuration à Valérie Merlapou, Simon Marie-Jeanne, Georges, procuration à Joël Bosson, Chauvin Karine, procuration à Valérie Merlapou. Donc c'est la dernière fois où on peut avoir deux procurations, puisqu'à partir du mois d'octobre, nous revenons aux règles antérieures. Rampos Valérie, de Curlin Philippe, Robert Françoise, Dufour Nelly, Échernier Motet Claude, Giglet Elisabeth, Sigval Claude, Perrault Brigitte, procuration à Elisabeth Giglet, Dagan Jean-Marc, Léchou Christophe, il va peut-être arriver, je pense. Léchou Christophe. Et Dumont Noël, que j'invite donc maintenant solennellement à rejoindre sa place dans les rangs de l'opposition, ce qui va nous amener à évoquer l'installation du sous-conseil municipal, bien sûr. Mais avant, je voudrais vous présenter notre nouvelle directrice générale du service, donc Stéphanie Lecaloc, que je vous invite à venir à mes côtés pour que vous la voyez toutes et tous. Donc, dans la suite des péripéties que nous avons vécues, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir en la présence de Stéphanie Lecaloc, une directrice générale du service, à qui je vais laisser le soin de se présenter et de rappeler qu'elle aura une tâche assez compliquée, compte tenu du contexte qui a procédé à son arrivée dans ses fonctions. Merci monsieur le maire, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Voilà, je vais me présenter brièvement. Je suis Stéphanie Lecaloc, j'ai 43 ans, une grande fille de 20 années et je viens de la région parisienne où j'ai vécu jusqu'à la semaine dernière. J'ai suivi des formations, j'ai un master de droit public. J'ai commencé ma carrière en tant qu'officier sous contrat parlementaire affecté à la retraite de Sapeurs-Pompiers de Paris. J'ai dû passer pendant 5 ans en tant qu'officier juriste. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint le monde des collectivités territoriales et la fonction publique dans des villes de 25 000 à 35 000 habitants en région parisienne, dans les 7 en 92. Donc en plus de 10 ans, j'ai eu la direction de service ressources, donc affaires juridiques, commande publique, puis service à la population, le sport, jeunesse, éducation, la restauration scolaire également. Et puis dernièrement, j'ai occupé les fonctions de directeur de cabinet de maire de Fontenay-le-Comte, de 25 000 pendant une année. Donc nous voilà parmi vous ravis d'accompagner l'équipe municipale pour ce mandat, ému dans l'exécution du programme de temps. Merci Madame Lecaloc. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble du conseil municipal, bien entendu, dans une tâche quand même qui est très spécifique, et particulière, donc on a beaucoup de travail à faire ensemble, beaucoup de projets évidemment municipaux, mais aussi intercommunaux, et puis un vrai sujet sur toute la problématique donc, des conditions de travail pour les personnels de la commune, qui sont vraiment un sujet sur lequel on va devoir s'impliquer fortement sur les 2 ans à venir dans le cadre de l'audit sur les risques psychosociaux que nous avons conduit en début d'année. Merci, je vous laisse vous réinstaller.
Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 26 juillet 2021. Installation donc l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 26 juillet. Est-ce que ce procès verbal suscite des questions, des interrogations, des commentaires ou de votre part pour les membres de l'opposition? Donc il est approuvé à l'unanimité. Monsieur le maire, je peux faire un vote puisque vous ne participez pas au dernier conseil. Merci. Donc, adopté, je vous remercie. L'état des délégations. L'état des délégations, dans l'annexe 1, vous avez l'ensemble des délégations. Certaines ont suscité une question de votre part. Hein, c'est sur les avenants SAMOC. Hein. Donc, si vous voulez, je vais déjà vous répondre sur la situation générale aujourd'hui avec la SAMOC. Et je demanderai à James Walker, dès qu'il sera revenu ici, de revenir plus particulièrement sur les avenants, pour répondre plus précisément à vos interrogations sur les avenants. Sur la SAMOC, pour répondre donc à votre question, il convient d'abord de rappeler le contexte de notre partenariat avec la SAMOC. Vous avez confié à la société SAMOC la maîtrise d'ouvrage pour réaliser l'opération de réhabilitation et de construction de l'école Saint-Exupéry par un contrat de mandat pour un montant de 172 664 €. Si vous voulez rentrer, s'il vous plaît, allez-y rentrer. Merci. Tout le monde est rentré ou... Non, il y a un partenariat. Donc, dans l'application des mesures sanitaires, on a mis donc, je poursuis. Je rappelle donc ce montant de 172 164 €, le contrat avec la SAMOC. À l'issue de la phase en cours, il restera environ 98 000 € à verser. Alors, nous avons constaté, nous, des manquements dans l'exécution des missions confiées à la SAMOC sur l'opération Simone Veil, en particulier pour la recherche de subventions, avec un résultat bien inférieur à ce que nous serions en droit de prétendre, s'agissant d'une opération de cette envergure. Nous sommes donc interrogés sur la plus-value de cette assistance, la pertinence de son maintien, et nous avons bien l'intention évidemment d'être vigilants et exigeants au chantier de Saint-Exupéry. En analysant objectivement les avantages et inconvénients de la prestation SAMOC et l'impact qu'aurait une reprise en direct de ces missions pour nos services techniques et financiers, on a fait le constat suivant. 1. La SAMOC apporte une plus-value indéniable pour la réalisation des tâches administratives, les relations avec la maîtrise d'œuvre, les entreprises de travaux, le suivi de chantier, la vérification des situations. Donc pas de contestation possible, il y a une plus-value indéniable à SAMOC. Nous aurions pu prendre cette charge de travail si le service bâtiment n'était pas surchargé par l'entretien des bâtiments communaux, qui est une vaste opération aujourd'hui, qui n'a pas été suivie sans doute avec toute la vigilance nécessaire dans le passé. Deuxième constat, c'est qu'une prise à charge directe dans le domaine des finances augmenterait aussi de façon importante la charge de travail liée au traitement des factures. Je salue Christophe au passage, merci Christophe. Et surtout, l'élaboration des marchés publics, domaine que nous devons strictement encadrer pour éviter des dérives trop souvent constatées. Ce n'est pas que dans notre commune, c'est dans toutes les collectivités locales. Il faut être particulièrement vigilant, attentif sur les conditions de préparation et de passation des marchés publics. Et enfin, le troisième constat que nous faisons, c'est que la recherche de financement, qui pour nous est un enjeu majeur, n'a pas été assurée de façon satisfaisante par la SAMOC. C'est vraiment le point qu'on veut vraiment souligner. En partant de ces constats, nous avons pris 3 décisions. D'abord, c'est de conserver à la SAMOC son mandat pour le reste des missions réalisées. Continuez avec la SAMOC.
mais c'est aussi de lui rappeler fermement ses obligations contractuelles pour les recherches de subventions. On attend beaucoup mieux. Et enfin, c'est le souhait que nous avons de recruter une ressource complémentaire, compétente, en tout cas vraiment qualifiée sur les recherches de subventions, selon un profil qui restera à définir. Ça peut être un stagiaire, ça peut être un CDD, spécifiquement dédié à la recherche de financement pour cette opération et plus généralement pour l'ensemble des opérations et projets de l'avenir. Voilà, si vous voulez, le contexte aujourd'hui de notre relation avec la SAMOP. Donc c'était important de bien regarder. Maintenant, sur les questions spécifiques aux avenants, je vais laisser M. Solquer intervenir et au besoin, Elisabeth Giglet repréciser ces demandes si besoin en est. Alors en fait, nous avons 4 avenants au marché SAMOP. Je vous rappelle, le marché SAMOP est un marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ne pas confondre avec la maîtrise d'œuvre, on est bien sur la maîtrise d'ouvrage. Le premier avenant est tout à fait simple, c'est la création du compte de publier à la SAMOP. Le deuxième avenant, excusez-moi, je viens de me faire interpeller pour demander les budgets de la police municipale. La mise en adéquation des infrastructures scolaires, c'est ça? Oui, le deuxième avenant est très intéressant, excusez-moi. Le deuxième avenant porte sur le fait d'étendre la mission de la SAMOP qui était originellement prévue pour l'école Simone Veil à une étude pour l'école Saint-Exupéry, dite école du centre. Le troisième avenant est un avenant qui reprécise les montants du marché à la suite des évolutions des coûts sur l'opération, puisqu'on passe à 8 millions d'euros. Cet avenant n'a pas d'incidence sur la rémunération de la SAMOP, simplement il permet de fixer le total du suivi du marché. Quant au quatrième avenant, il est, j'allais dire, un peu ancien, puisqu'il vient acter une négociation qu'on a eu avec la SAMOP pour réduire le prix de leur intervention de 50% pendant toute la période de la première crise Covid, celle où les travaux étaient interrompus. On a négocié de réduire pendant ces 3 mois le coût de leurs interventions. Voilà les 4 avenants SAMOP. Après, vous avez un autre marché qui a été passé avec la SAMOP, qui a été passé en décembre 2019, si la mémoire est bonne. Ce marché vise l'exécution d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'école Saint-Exupéry. Est-ce que ça répond à vos questions? Pas de souci. Je vous remercie. Donc, sur les délégations, pas d'autres interrogations? On peut donc passer maintenant aux questions d'administration générale, avec l'installation d'un nouveau conseil municipal. Bon, je vous rappelle que cette installation fait suite à la démission de M. Xavier Leconche, par courrier qu'il m'a envoyé, c'était le 7 septembre 2021. Je vous informe de ma démission du conseil municipal publié, ainsi que de toutes les fonctions utiles. En application de l'article 221-4 du Code général des collectivités territoriales, ma décision sera effective à la réception du présent courrier. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, je remercie d'abord Xavier Leconche de m'avoir informé au préalable pour qu'on puisse travailler sur la suite. Je lui ai donc répondu le courrier suivant. Monsieur le conseiller municipal, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2021, reçu en mairie le 9 septembre 2021, vous m'adressez une demande de démission de votre poste de conseiller municipal et vous m'indiquez que vous renoncez à toutes les fonctions électives en découlant. À l'occasion de l'échange téléphonique que nous avons eu, vous m'indiquez qu'une nouvelle orientation professionnelle est à l'origine de votre décision. J'en prends donc acte, tout en regrettant votre départ, car nos relations ont toujours été empreintes de cordialité, malgré notre appartenance à 2 visions différentes de la gestion communale. Vous avez été un adversaire politique respectable et un chef de l'opposition attentif à exprimer ses différences dans les divers dossiers dont nous avons eu à débattre depuis plus d'1 an.
Je tiens donc à vous remercier pour votre engagement au service de la commune de Villiers, durant les années où vous étiez en responsabilité, comme durant cette année passée au sein de l'opposition municipale. J'espère que votre départ, que je regrette sincèrement, sera pour vous l'opportunité de nouveaux projets couronnés de succès, et je vous souhaite le meilleur à titre personnel et professionnel. Bien évidemment, je serais heureux que nous demeurions en relation à titre personnel. Veuillez croire, monsieur le conseiller municipal, à l'assurance de mes salutations les meilleures. J'ai mis un petit mot personnalisé à l'issue. Donc je redis encore une fois l'estime que je porte à titre personnel à Xavier Delauge. Je crois que c'était important de le dire et que je remercier encore une fois aussi le monde ensemble de la commune et des administrés pour son engagement au service de la collectivité. J'ai également donc adressé un courrier à Josiane Menet, présidente de la CCPVA. Madame la Présidente, par courrier reçu en mairie pendant le 9 septembre dernier, dont je vous adresse ici une photocopie, M. Xavier Delauge m'informe de sa démission de son mandat de conseiller municipal de Villiers, ainsi que de toutes ses fonctions et qui en découlant. Conformément au code électoral, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant sur la liste des candidats au siège du conseil communautaire, sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. M. Claude Sigal devrait donc remplacer M. Xavier Delauge, conseiller communautaire démissionnaire. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments distingués. Nous voilà aujourd'hui en succession dans ces deux fonctions électives. Donc sur la partie municipale, nous avons sollicité, comme prévu, la colistière de l'opposition immédiatement venant immédiatement en succession, Madame Henzel. Madame Henzel m'a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas siéger au conseil municipal. Donc nous avons sollicité dans l'ordre suivant Noël Duvant, qui a accepté et que je suis vraiment heureux d'accueillir parmi nous dans un esprit de débat que j'espère les plus riches et les plus fructueux possibles. Merci, Monsieur Duvant. Peut-être voulez-vous donner quelques indications sur votre personnel et votre parcours. Sur mon parcours, je suis un retraité très actif depuis quelques années. J'appartenais au service de police interne de la SNCF, donc tout le monde me connaît de loin ou de près. Je dirais que quelques mots. Je dirais simplement quelques mots. Je vous remercie déjà de me donner la parole afin d'exprimer ma satisfaction de rejoindre tout d'abord les élus colistiers de Villiers-en-Vion Nouvel Avenir et ainsi intégrer le conseil municipal. J'ai une pensée particulière pour Xavier qui ne souhaite pas poursuivre pour des raisons personnelles son mandat d'élu, me laissant la possibilité de siéger en place élu. Nous continuerons donc avec notre nouvelle chef de file, Elisabeth, d'être constructifs, force de proposition, tout en restant vigilants sur les dossiers sensibles. Enfin, et avant de conclure, comme je suis un élu sans passé ni passif électoral, j'aurais une remarque à adresser à M. le maire et à son premier adjoint. Depuis maintenant 15 mois, vous revenez sans cesse sur les erreurs de vos prédécesseurs. Pourrais-je vous rappeler que l'avenir ne se construit pas sur le passé? Agissons donc sur le présent pour un avenir meilleur. Je vous remercie de votre attention et bon conseil à tous. Et je félicite et remercie Claude Silvat aussi pour nous rejoindre dans les rangs de l'intercommunalité. Claude est bien connu, donc on suit le chemin sur les deux rubriques, communales et intercommunales. Merci à tous les deux. Nous passons maintenant, toujours dans la partie administration générale, l'examen de
délibération sur l'indemnisation d'une conseillère municipale déléguée. Je ne vais peut-être pas tout reprendre puisque nous avions débattu dans le dernier conseil de ce sujet. Nous avions simplement oublié un peu de petite formalité, c'était le conseiller au vote. Donc, si vous en êtes là d'accord, sauf si vous demandez de tout pour calculer, je pense qu'on peut procéder dès à présent au vote sur cette indemnisation pour Mme Delou qui devient donc conseillère municipale déléguée en charge de la communication, donc, qui me permet personnellement de minorer mon indemnité et de l'attribuer évidemment dans les limites réglementaires à la conseillère municipale déléguée, ce qui est, à mon sens, la moindre des choses. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à M. le maire, à sa demande, une indemnité de fonction inférieure au barème prévu. Décide d'attribuer le montant correspondant à Mme la conseillère municipale déléguée. Dit que M. le maire rapportera les arrêtés de délégation et de signature existants pour en arrêter de nouveau. Joint à cette délibération le nouveau tableau dans l'ordre de la répartition des adjoints. Donc, vous avez dans le pourcentage d'indices pour chacun des postes d'adjoint, de maire et adjoint. Donc 49% le maire, 22% pour les adjoints, et donc 6% pour Mme Deniot, conseillère déléguée. Nous allons donc maintenant procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais donc maintenant céder la parole à James Walker pour la convention de mise à disposition de locaux de l'ancienne caserne des pompiers au profit de la CCPA. Considérant la loi NOTE du 7 août 2015 qui impose le transfert de la compétence eau aux communautés de communes à échéance de 2026 maximum, considérant la délibération du 24 février 2020 qui a officialisé le transfert de la compétence eau à la communauté de communes CCPA au 1er janvier 2021. Considérant que pour permettre l'organisation de services administratifs et techniques affectés à cette compétence, la commune, dans la mesure de ses capacités et de ses priorités, met à la disposition de la CCPA des locaux et des installations dans le cadre du transfert de compétences, pour part à titre gracieux, comme la loi le prévoit, pour part à titre locatif. À ce titre, par le biais des conventions signées le 2 février 2021, la commune de Publier a mis à disposition de la CCPA des locaux au sein de l'ancienne caserne des pompiers, en contrepartie d'un loyer de 1 700 € mensuels, charges comprises. Considérant que suite à la libération des locaux occupés par la police municipale, ces derniers seront également disponibles à la location, comme le souhaitait le service de l'eau de notre PCI, il convient donc de modifier les conditions de mise à disposition spatiale et financière par l'établissement d'un avenant. La surface qui est mise nouvellement en location se décompose comme suit: 3 bureaux, un hall, un local d'entretien des locaux, un local technique, un vestiaire, une douche, un sanitaire. La surface totale de ces locaux s'élève à 60 mètres carrés 50, valorisée à 675 €. Cette nouvelle surface s'ajoute 342 mètres carrés, préalablement valorisés par la convention du 2 février 2021, ce qui forme donc un total de 409,65 mètres carrés. Les 13 places supplémentaires de parking, en complément des 5 places précédemment occupées par les véhicules de service transférés devant le bâtiment, sont également mises à disposition à titre locatif pour un montant valorisé à 390 € par mois. L'abonnement de la fibre, qui a été upgradé pour l'intégration de la CCPA, est valorisé comme suit: 295,81 € par mois, soit 354,97 € TTC. Ce montant sera ajouté au montant initial pendant 27 mois, de façon à ce que la CCPA puisse ensuite s'abonner directement. Le loyer mensuel sera de 3 120 € au montant arrondi, c'est-à-dire 1 700 € plus 675 € plus 390 € plus 354,97 €. Avez-vous des questions sur ce sujet? Des remarques? Je vous lis le projet de délibération.
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui impose le transfert de la compétence eau aux communautés de communes à l'échéance de 2026 maximum, la délibération de ce conseil en date du 24 février 2020, il convient de mettre à disposition des locaux et installations pour permettre l'organisation de services administratifs et techniques affectés à cette compétence. Ce sont donc des locaux de l'ancienne caserne des pompiers qui ont été mis à disposition et pour les surfaces au-delà de celles antérieurement occupées par le service de l'eau de la commune, ont un loyer initialement évalué à 1 700 € mensuels, charges comprises. Monsieur le maire expose qu'aujourd'hui, c'est la délibération de locaux occupés par la police municipale. Ces derniers sont également loués au service de la CCTVA et à leur demande. Il convient donc de modifier les conditions de mise à disposition spatiale et financière par l'établissement de maintenant. On reprend sur la délibération des surfaces, on reprend les montants que je vous ai exposés. En conséquence, pour entériner cette modification de la convention de mise à disposition, il convient de signer un avenant avec les CCTVA, dont je vous donne lecture. Toujours pas de questions. Le conseil municipal, pendant délibéré, accepte la mise à disposition de locaux supplémentaires pour l'ancienne caserne des pompiers, 6 au 158 rue de la Floresse, 54 500 publié au profit de la CCTVA, fixe à 3 120 € par mois, charge comprise le montant de loyer exigible par la CCTVA, pendant 27 mois, fixe à 2 765 € par mois, charge comprise le montant de loyer exigible de la CCTVA à compter du 28e mois. Autorise monsieur le maire à signer une convention ainsi que tous les documents s'y rapportant. Je n'ai pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté par 3 abstentions. Merci. On va passer maintenant au sujet des aménagements pour le hameau de Mézarier, qui, je vous rappelle, sont un chantier de grande envergure qu'on a co-construit, à la fois avec la CCTVA, mais aussi avec le CIAL. Donc c'est tout à fait remarquable d'avoir plusieurs structures sur un même chantier qui sont d'accord pour que nous creusions une seule tranchée, au lieu de faire des tranchées tous les 15 jours, et que nous mettions en commun des travaux. Donc je vais donner la parole à Eric Guédon, qui s'est passionné depuis le début sur ce beau projet. Il va vous donner le détail, et vous verrez que c'est quand même un projet très important, aussi, mais dans la globalité. Oui, un petit rappel pour les travaux de Mézarier. Donc, comme a dit M. le maire, c'est vraiment un très très gros chantier qui va se dérouler minimum sur 10 mois. S'il n'y a pas des aléas climatiques et d'autres, Covid, j'espère pas. Donc, il y a une entreprise qui a été choisie, c'est DASA. Et DASA va commencer les travaux dès le 4 octobre sur la route de Mézarier. Donc, bien sûr, tous les riverains ont été prévenus, ils ont tous reçu un courrier signé par M. le maire et Mme Josiane Lay, la présidente de la communauté de communes. Parce que c'est important, en fait, c'est vraiment un travail commun entre la communauté de communes et la mairie de Publier. Je vous rappelle que la communauté de communes prend en charge le réseau d'eau potable, une partie des enrobés, et nous on profite en fait pour enterrer tous les réseaux secs. Réseau sec, c'est les télécoms, l'électricité et l'éclairage public. Sur l'éclairage public, on refait tout aux normes LED. Donc ça, c'est important pour l'environnement, parce que la nuit, on a décidé qu'à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, la luminosité va diminuer de 50%. Comme la rue de Hutin, pour l'instant, ça n'est pas en place, mais la rue de Hutin, c'est sur le même principe. Aussi, on profite pour refaire l'eau pluviale, parce que vous savez que le hameau de Mézarier a un problème d'eau pluviale. On avait estimé les travaux sur l'eau pluviale à environ 30 000 €. Malheureusement, on a fait des analyses sur l'eau pluviale et je pense qu'on va arriver à plus de 100 000 € pour refaire l'eau pluviale sur le hameau de Mézarier. Pour cette délibération, là en fait, c'est avec le CIAN, parce que vous savez qu'on travaille beaucoup avec le CIAN en fait, pour refaire tout l'éclairage public, électrique et télécom. Pourquoi? Parce que c'est un partenaire important de Haute-Savoie.
Et puis ils ont l'expertise aussi pour faire ces travaux. Dans les réunions que j'ai eues avec le CIAN et avec le DST de Cuvier, c'est que le CIAN nous a dit que c'est un des plus gros chantiers de Haute-Savoie en cours pour l'année 2022. Donc c'est vraiment important. Et aussi, c'est qu'ils prennent en charge une partie des travaux. Donc sur l'électricité, c'est plus de 22 candélabres qui vont être changés. On refait tout le hameau de Mézorier, et surtout aussi on en profite pour refaire le bas de la rue d'Appel, la rue de Chez-le-Nèvre. Et aussi on projette la rue en bas de la rue de Chez-le-Nèvre, en fait c'est faire un passage piéton aussi pour les écoles, qui doivent prendre l'arrêt de bus tout le bar du golf. Donc voilà, on est en train de voir avec les riverains qui nous cèdent un peu de terrain pour faire ce passage piéton. Avant de parler de la délibération, est-ce que vous avez des questions sur le projet de Mézorier? Alors, le projet de délibération. Donc, Monsieur le maire expose que le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de Haute-Savoie, le CIAN, envisage de réaliser dans le cadre de son programme 2021 l'ensemble des travaux relatifs à l'opération hameau de Mézorier figurant sur le tableau annexe. Donc, le montant global pour le CIAN et pour la commune de Publier pour le réseau électrique, c'est 641 433 000 euros. Une participation communale de 396 863 euros. Une contribution au budget de fonctionnement de 19 243 euros. On va regarder ce qui. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Et contre? Vote limité. Merci. J'insiste sur la valeur de ce chantier. C'est surtout l'occasion aussi de montrer que les hameaux ne sont pas oubliés. Et donc chaque année, on essaiera de travailler plus spécifiquement, lancer des projets spécifiques, hameau par hameau. Ça prend pas de temps, il faut commencer. De façon à ce qu'on essaye d'avoir un développement le plus harmonieux possible de la commune. Je laisse la parole de façon à Eric et donc maintenant toujours pour la partie relative à des plantations d'arbres. On avait le choix de Chez les Dominique, et celui du développement durable, on partage avec Dominique. Oui, alors là c'est un projet qui se trouve, ce sont des parcelles qui se trouvent sous l'école Saint-Exupéry. Donc là vous voyez sur le plan, sur le curseur, oui, vous voyez en bas, donc là c'est l'école Saint-Exupéry, donc il n'a plus du tout cette forme. Là on a un grand parc pour l'instant, et là il y a toute la forêt qui longe la voie ferrée. Et donc là, dans cette partie-là, c'est actuellement une forêt, mais pas de très bonne qualité. Donc dans le cadre de cette mission d'empreinte carbone, Enedis veut faire un partenariat avec l'ONF pour planter 500 arbres. Donc ce serait une chênaie, et en partie, donc moitié ce serait des chênes et l'autre moitié ce serait des tilleuls. Et c'est l'école Simone Veil. Simone Veil, excusez-moi. Simone Veil qui se trouve ici. Et donc ces essences ont la particularité de pouvoir résister en période estivale, vu les hausses des températures que nous avons actuellement. Donc c'est prévu dans les hausses de climat et dans le développement durable. Donc en principe, ils vont enlever tous les arbres de moindre importance et de moindre qualité sur cette parcelle-là pour planter les 500 arbres. Donc voilà. Le chêne, ce serait du chêne Saint-Cécile qui aurait une longueur de vie de 200 à 400 ans. Donc c'est bien entre deux. Donc voilà. L'entretien et le suivi se fera par l'ONF qui régulièrement, chaque année, viendra vérifier si les ponts sont tenus, s'il n'y en a pas qui sont abîmés par les animaux ou dégradés ou voire séchés. Donc on verra par la suite dans le temps. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il reste à la charge de la commune une somme pour la plantation de ces arbres? Donc
carbone, ils investissent dans des plantations d'arbres. Donc voilà. Donc l'ONF, bon, c'est au niveau national, c'est le ministère qui a demandé à l'ONF de faire le bilan un petit peu de ces aires forestières. Et il s'avère qu'ils se sont tournés vers le Chablais. Donc l'ONF a récemment fait, en collaboration avec l'EDIS, sur la région d'Annecy. Donc c'est Verrier qui a bénéficié aussi de ce type de plantation, ainsi qu'en Savoie. Ils n'ont pas su nous dire exactement la commune. Mais voilà. Et donc là, en l'occurrence, ce serait publié parce qu'ils ont fait un diagnostic de nos forêts et certaines surfaces seraient de moindre qualité. Parce que cet après-midi, nous avons fait l'air des fonds européens et j'ai vu que la commune de Villiers avait demandé des financements pour les arbres. Donc ça sera pour une autre plantation. Ce sera pour une autre plantation. Voilà. Savoir qu'actuellement, on a le verger qui est prévu vers la salle Olympe, et là on a des aides de la région et de la CCDPA. Donc ça c'était pour des vergers, donc 8 vergers, et puis là c'est dans le cadre des métis. Après, les demandes de financement des fonds européens, c'est pour une autre plantation, c'est la question. Voilà, non, c'est autre chose. On peut, l'ONF nous a dit qu'on pouvait solliciter d'autres grandes sociétés éventuellement pour faire ce même. Mais c'est autre chose. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc on en vient à un projet de délibération s'il n'y a pas de questions. Je vais juste mettre une petite précision. Avant de compter, il va falloir enlever. Oui. On a concocté quand même. Alors, le but, c'est de remettre des espèces. Ce qu'on envisageait éventuellement avec Madame Le Brouillet, c'était de faire participer les écoles, dont l'école Simone Veil, éventuellement, et puis faire des panneaux, parce que les panneaux sont payants et ont un certain coût sur la commune. Donc nous, on voulait faire participer, Madame Alexia Laroyer voulait présenter Simone Veil, les enfants Simone Veil, de préparer des panneaux d'affichage afin d'éduquer donc les citoyens sur notre commune et de les renseigner à ce niveau-là. Et aussi, ça permettrait pour les enfants de suivre un petit peu l'évolution de cette chaîne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, je vais passer au projet de délibération, si vous permettez. Donc, Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de convention d'autorisation d'intervention dans le cadre d'une opération de plantation parrainée donc par Enedis Alpes, a signé avec l'ONF cette convention qui prévoit donc un programme de travaux consistant en la plantation de 500 chênes sessiles et de tilleuls en godet après broyage de la végétation et préparation du sol. Donc là aussi, on a la possibilité, si les arbres ne sont pas trop importants, de réutiliser le bailliage de ces arbres pour garder l'humidité pour la terre et le sol. Donc voilà, les travaux étant prévus en deuxième semestre 2021. Donc on pense que ce serait fin novembre, début décembre qui serait propice. On a plus ou moins positionné la semaine 45, mais on verra avec le temps, bien entendu. Le financement des débits travaux par Enedis Alpes à hauteur de 5 000 € au bénéfice de la commune de Publier, propriétaire de la parcelle concernée. L'engagement de la commune de Publier à assurer le cofinancement du reste de l'opération travaux préparatoires et entretien des plans à travers un appel d'offres de gestion de sa forêt. Donc en principe, il y a aussi le personnel des espaces verts qui seront sollicités. L'autorisation donnée par la commune de Publier à l'ONF, chargée par Enedis Alpes, pour réaliser l'ensemble des travaux de plantation prévus à l'article 1er de la Convention et par conséquence à pénétrer sur sa propriété en vue d'y effectuer, de faire effectuer et l'édit travaux par tout préposé de son choix. Donc le conseil municipal après cette délibération accepterait les termes de cette convention et autoriserait le maire à signer la dite convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Démarche lacuneuse, j'espère qu'elle se poursuivra dans la durée.
Merci. Nous repassons maintenant aux affaires financières avec des opérations successives. Je redonne le micro à James Walker. Merci, monsieur. Affaires financières, je rappelle qu'au moment des créances relèvent de la compétence du comptable public. À cette fin, il lui appartient donc d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. Les créances peuvent être déclarées irrecouvrable lorsque les procédures engagées par le comptable public n'ont pas pu aboutir au paiement des créances. Selon le motif d'irrecouvrabilité, la créance est classée dans la catégorie suivante: admission à non-valeur, en moment de la créance est rendue impossible par la situation financière du débiteur. Cependant, la dette à l'égard de la collectivité n'est pas éteinte, et cela ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur. Créance éteinte, l'extinction de la créance a été prononcée dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire en particulier, ou dans le cadre de la clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs pour les professionnels. La créance éteinte s'impose à la commune, le comptable public, et plus aucune action de recouvrement n'est possible. L'irrecouvrabilité se traduit par l'inscription en dépense d'une somme égale au montant des créances concernées. Elle permet également de constater qu'il n'y aura pas a priori d'encaissement de trésorerie de recettes déjà comptabilisées. Suite à un plan de surendettement et l'effacement partiel des dettes en date du 24 juillet 2021, et sur demande du comptable public, il est proposé au conseil municipal d'admettre en créance éteinte des créances d'un montant total de 61,68 € sur le budget principal. Avez-vous des questions? Des remarques? Projet de délibération, vu le code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable L14, considérant la demande d'admission de créances irrecouvrable transmise par le comptable public, suite à un plan de surendettement d'un effacement partiel des dettes en date du 24 juillet 2021, se décomposant ainsi l'admission de créances éteintes, 61,68 €. Le conseil municipal décide d'admettre en créances éteintes les créances énumérées ci-dessus, et donc toutes créances, au titre de l'exercice 2019. Et on peut être recouvré par le comptable public. Je n'ai pas de questions. Je ne pense pas. Qui est contre? Il n'a pas décidé. Oui, mais c'est une obligation légale. Absolument. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Taxe foncière sur la propriété bâtie, dégrèvement de cotisation. Vu le code général des impôts et par dérogation à l'article 1639A bis, vu l'article 21 de la loi 20-21-953 19 juillet 2021 de finances rectificatives de 2021, il était prévu qu'afin de soutenir les bailleurs de locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, et qui ont accordé le remise totale de loyer, je dis bien totale de loyer au titre de 2020, il est proposé au conseil municipal d'instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur ces propriétés bâties. Cela pour l'exercice 2021. Avez-vous des questions là-dessus? Oui, monsieur. Oui, est-ce qu'on sait à peu près combien d'établissements seraient concernés sur la commune? A priori, un seul. A priori, un seul qui a été fermé pour fraude administrative. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021, afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021. Oui, le créneau est extrêmement précis. C'est pour ça que je vous dis qu'il me semble qu'il n'y a qu'une seule entité qui soit concernée. Et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyer au titre de 2020. Une remise partielle ne serait pas admissible aussi. Il dit que les dégrèvements accordés sont à la charge de la commune et qu'ils s'imputent sur les attributions mensuelles du code général prévu au code général des collectivités territoriales. Précise que le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers, d'utilisation des locaux afférents par l'établissement mentionné à l'article 21 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021. Donc c'est très technique. Il s'agit de soutenir, en l'occurrence, une entreprise, semble-t-il, il y en a qu'une qui remplit toutes les conditions, mais de soutenir une entreprise qui va plus subir ça. Je peux me tromper, mais il y en a d'autres. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Notre parc informatique constitué de nombreux PC et logiciels, métiers répartis entre différents services pour lesquels la dématérialisation est d'ores et déjà engagée. Finance, marché public, RH, c'est d'ailleurs parfois une exigence réglementaire que de mettre en place ces procédures. Si la maintenance est aujourd'hui maîtrisée, il n'en reste pas moins et de plus en plus chronophage. Il nous apparaît donc indispensable de renforcer ce secteur. Nous avons un candidat habitant notre commune et titulaire d'un BTS système d'information qui commence une licence professionnelle de métier de l'informatique, administration et sécurité des systèmes et des réseaux à l'université Salon-Mont-Blanc à Annecy. Ce cursus nécessite une troupe de structures pour l'accompagner et cela fait sens avec les services de notre commune. Nous sollicitons donc le conseil municipal pour intégrer une ressource de services informatiques en alternance et sous la forme d'un contrat d'apprentissage. Vous avez des questions? Quel âge a la personne, s'il vous plaît? Monsieur Michou, alors là, c'est une très bonne question. Pardon, Amazir, Elisabeth Michou, 21 ans. On peut que se satisfaire, on peut que être content que quelqu'un soit en apprentissage et que puisse venir suppléer les services informatiques de la commune. Donc, nous sommes favorables évidemment à cet apprentissage. Oui, il a déjà fait des stages chez nous aussi. Si je vous demande l'âge, c'est simplement que évidemment son salaire sera à la hauteur de son âge. Vous avez un pourcentage par rapport à ce niveau-là. Oui. Projet de délibération, d'autres questions? Non. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du travail, en particulier l'article L6211-1 et suivant, des articles D6211-1 et suivant, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition syndicale relative à la fonction publique territoriale, vu la loi 2018-671 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir cette année professionnelle, vu l'ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, vu le décret 2016-1998 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, vu le décret 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, vu l'avis du comité technique portant sur les conditions générales d'accueil et de formation de l'apprenti, considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, article L6221-1 du Code du travail. L'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans d'évoluer d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que la rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Est-ce que vous avez encore des questions? Qui est contre? Abstention? Donc
le conseil municipal, après en avoir délivré, décide de recours au contrat d'apprentissage, décide d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti conformément au tableau suivant. Donc il sera donc acté pour 1 an à partir de la finale de cette semaine. Précise que les décrets nécessaires seront inscrits au budget, autorise M. le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de formation des apprentis. Merci Pascal. Je reprends la main pour la seconde délibération en matière de ressources humaines, qui est l'adoption de la prime de responsabilité pour l'emploi fonctionnel du directeur général des services. Je vais d'abord rappeler un peu les éléments qui se rattachent à la notion d'emploi fonctionnel. Les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents créés par l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984. Ces emplois sont susceptibles de créer de façon limitative, selon les principes énumérés par l'article 53 de la même loi, qui porte dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il ne peut concerner que les emplois de directeur général des services, directeur général adjoint et directeur ou directeur général des services techniques. Les emplois fonctionnels ne constituent pas un ou des cas d'emploi soumis à un statut particulier comme les autres emplois de la fonction publique territoriale. Ils sont seulement soumis à des règles spécifiques. S'agissant du directeur général des services, ce dernier relève du décret 87-11-01 du 30 décembre 87, modifié, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. L'agent détaché sur l'emploi de directeur général des services perçoit la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créé, sauf exception, qui sont là aussi limitativement prévues dans l'article 4 du décret du 30 décembre 87. L'agent peut également bénéficier d'une prime spécifique, dite prime de responsabilité, prévue par le décret 88-631 du 6 mai 88, qui tient compte des suggestions et contraintes inhérentes à ces fonctions. Cette prime spécifique est versée mensuellement, en appliquant au montant du traitement soumis à retenue de convention du bénéficiaire un taux individuel, dont le montant de 15%. Cette prime est compatible avec l'attribution du régime indemnitaire de la collectivité et d'éventuels avantages en nature liés à la fonction. Ça peut être un logement, ça peut être une voiture, ça peut être des frais de représentation. Par délibération 2013-088 du 29 avril 2013, le conseil municipal a créé un emploi fonctionnel de directeur général des services de la collectivité territoriale dans la strate des villes de 3500 à 10 000 habitants. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la prime de responsabilité pour l'emploi de directeur général des services ainsi créé. Est-ce que cette question soulève des demandes, des interrogations, des précisions? Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir à quoi correspondent la rémunération et puis quels sont justement dans la prise de fonction, quels sont les avantages que vous avez prévus pour la rémunération Alors, la rémunération, comme je l'ai déjà évoqué juste avant, elle est strictement prévue en fonction de la situation dans la fonction publique territoriale du fonctionnaire, au regard de la grille indiciaire et de son développement de carrière. La prime, ensuite, elle est liée vraiment aux suggestions spécifiques. Et Dieu sait que le DGS ne manquera pas de suggestions spécifiques. Donc, c'est vraiment un poste, c'est vraiment le poste vraiment au cœur de l'action de la commune, avec des prises de responsabilité, des prises de risque aussi. Donc, c'est à ce type que ce fonctionnaire, quel qu'il soit, touche une prime spécifique. Ensuite,
donc on est plafonné à 15%, dans le calcul. Ensuite, Madame Le Galloc, puisqu'il s'agit d'elle, ne dispose d'aucun avantage en nature. Donc on est bien resté dans le cadre strict de la rémunération telle qu'elle est statutairement prévue, et la sienne, on ne peut pas la modifier bien sûr, et on adapte une prime de suggestion en fonction de l'autorité exercitive. C'est assez simple. Ce n'est pas pour remettre en cause la rémunération, c'est juste pour comprendre et avoir une clarification justement sur ces hauts postes dans les collectivités. C'est pas toujours très clair comment sont construites les rémunérations. C'est très variable. La question. Justement, là, les collectivités sont plus ou moins larges. Bon, nous, on est, encore une fois, on a déjà évoqué cette question dans le contexte douloureux qu'on a passé. Mme Galloc, aujourd'hui, est employée sur un emploi fonctionnel. Donc l'emploi fonctionnel est plus risqué pour elle que la situation de son prédécesseur. C'est pris en compte aussi, ce qui est légitime. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations? Je vous propose donc le projet de délibération, vu le Code général des collectivités territoriales, je ne vais pas vous répertorier tous les articles, vu la loi du 2 mars 82 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements, régions, vu la loi du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret du 13 janvier 86 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, disponibilité, congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, vu le décret du 30 septembre 87 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, vu le décret du 30 décembre 87 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et établissements publics locaux assimilés, vu le décret du 6 mai 88 fixant la liste des établissements publics mentionnés, donc dans la loi du 26 janvier 84, vu le décret du 6 mai 88 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ou établissements publics assimilés, vu le décret du 6 septembre 91 modifié pour l'application du premier alinéa de l'article 88 du 26 de la loi citée, vu la délibération du 29 avril 2013 portant création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services de la collectivité territoriale de la strate de 1500 à 10 000 habitants, considérant que les fonctions exercées, les contraintes, le niveau de responsabilité attendu justifient l'octroi d'une prime de responsabilité à l'emploi du directeur général des services, DGS, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter la prime de responsabilité pour l'emploi fonctionnel du directeur général des services de la strate démographique de 1500 à 10 000 habitants, décide d'autoriser le maire à attribuer cette prime dans la limite du taux maximal de 15% du traitement soumis à revenu pour pension, décide de préciser que l'attribution de cette prime est compatible avec l'attribution de toute autre prime et indemnité prévue par délibération, décide de préciser que, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé d'invalidité temporaire imputable au service, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelle raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi. Le directeur général adjoint des services, le directeur adjoint chargé de l'intérim du directeur général des services, ou le directeur des services peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions. Décide que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et décide que M. le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous propose donc de procéder au vote de ces délibérations. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Adopté. Une abstention. Je vous remercie. Pour revenir un petit peu sur la question de cette échelle, je t'invite à revenir tous les décrets qui ont précédé la décision, pas tous les détails, mais c'est un peu compliqué à tout relire.
l'indemnisation du chômage des agents publics en situation de perte involontaire d'emploi. C'est ainsi que les employeurs territoriaux doivent assurer le versement et la gestion des allocations de chômage pour les fonctionnaires se trouvant dans une des situations suivantes: licenciement pour inaptitude physique, maintien en disponibilité en l'absence d'emploi vacant, démission pour motif légitime, licenciement pour insuffisance professionnelle, non-titularisation d'un stagiaire, tout départ ouvrant droit à l'aide au retour à l'emploi, l'ARE. Dans le contexte que nous avons connu avec M. Levaille, cette question est d'actualité. Nous avons à gérer la rémunération de ce chômage. En contrepartie, les employeurs publics territoriaux ne sont assujettis à aucune cotisation au régime d'assurance chômage. Pour leurs agents contractuels, les collectivités territoriales ont la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage. C'est le cas de la ville publiée, qui cotise pour ses contractuels de droit public et de droit privé. Eu égard à l'importance et à la complexité de la réglementation du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la fameuse ARE, il est souhaitable de recourir à l'assistance du Centre de gestion 114, qui propose une prestation de gestion des dossiers chômage et notamment une aide au montage des dossiers d'indemnisation. À ce titre, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature d'une convention que vous avez en annexe à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction. Donc, j'informe les membres du Conseil municipal que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie, le CDG 74, propose une prestation de gestion des dossiers chômage dont l'objet est d'assurer, pour le compte des collectivités qui le souhaitent, le calcul des allocations chômage et le montage des dossiers d'indemnisation. Je vous précise que cette prestation est actuellement assurée par une participation forfaitaire de 100 € par dossier présenté, puis 50 € par mois si l'option pour gestion mensuelle est souhaitée. Eu égard à l'importance, à la complexité de la réglementation du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE, il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter le Centre de gestion 114 pour cette prestation, d'autoriser à cette fin le maire à conclure la convention correspondante, dont le texte vous est soumis, et le détail des prestations réalisées est joint à la dite convention. Donc je vous propose de décider d'adhérer au service gestion des dossiers chômage du Centre de gestion 114 à compter du 1er septembre 2021 pour une année renouvelable par tacite reconduction. Je vous propose, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention, prochainement transmise par le CDG 114, dont le modèle est annexé à la délibération, et de prévoir donc évidemment les crédits correspondant au budget de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations? Bien, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Quatrième délibération relative aux ressources humaines. C'est la modification du tableau des emplois. Vous avez assez fréquemment de procéder à des modifications du tableau des emplois parce que une communauté, fonction publique territoriale vit au quotidien avec des arrivées, des départs, donc vous n'échappez pas à la règle. Nous avons donc un certain nombre de services qui connaissent quelques évolutions en termes de tableau des emplois. Le premier service, c'est le service communication. Nous sommes dans une phase de recrutement d'un chargé de communication suite au départ en mutation de l'agent au poste. Donc, c'est la demande de cet agent qui a répondu à un appel d'offres plus loin, que nous avons engagé ce recrutement. Donc, il est nécessaire de modifier le poste vacant existant en supprimant le grade de technicien sur lequel l'agent précédent avait été nommé suite à l'échec du concours, et en ouvrant le poste à tous les grades, les cadres d'emploi des agents administratifs, catégorie C, et des rédacteurs, catégorie B, afin d'ouvrir le plus largement possible cet emploi aux candidats externes. Pour notre souhait pour cette communication est de monter en gamme sur le niveau de
formation du futur chargé de recrutement, de communication, pardon, étant entendu qu'on veut vraiment développer l'aspect rédacteur, analyse, prospective de communication. Deuxième point de recrutement en cours, c'est le service administratif, qui est attaché au service technique. Donc là, nous souhaitons recruter un agent accueil administratif suite à la mobilité de l'agent précédent, qui a été affecté au service de la police communale. Donc, dans le cadre de ce que nous avons connu, bien sûr, on était préoccupé de trouver une solution de remplacement des personnes qui étaient en particulier en souffrance. Donc, ce départ ouvre une vacance au service administratif et service technique. Donc, il est nécessaire de procéder à ce recrutement et de modifier le poste vacant existant en ajoutant des grades d'adjoint administratif principal de première classe et de rédacteur, afin là aussi d'ouvrir le plus largement possible cet emploi au candidat externe. Là aussi, nous avons besoin d'un minimum d'expertise administrative, parce que les sujets traités sont très complexes. Donc, nous avons la volonté vraiment de durcir la prestation, la gestion administrative des services techniques. Ensuite, nous avons à l'école Thomas Pesquet une évolution de grade d'agent territorial spécialisé, des ADSEM. Donc, ces grades sont dédiés uniquement aux agents titulaires ou aux ADSEM. Donc, il convient d'ajouter des grades d'adjoint d'animation territoriale à un emploi permanent à temps non complet de 31h30 hebdomadaire. Cet ajout a un avantage, c'est qu'il n'y a aucune incidence budgétaire. Donc, c'est assez facile à réaliser et pour l'ensemble des personnels concernés. Sur le centre nautique, donc au niveau de l'accueil et de l'administration, nous avions une délibération d'éducation de fameuse emploi en date du 28 juin 2020, qui supprimait le 4e poste d'agent d'accueil, 26-35e au centre nautique de la Cité de l'Eau, au profit de la police municipale. Donc c'est vraiment nécessaire en matière d'effectif global. Les postes restants du secteur d'accueil administratif ont été réorganisés. Ainsi, la nouvelle organisation repose sur 3 postes à 29-35e au lieu de 26-35e et un poste à 26-35e au lieu d'un poste à 35 heures et 3 postes à 26 heures, comme je l'ai dit. Le volume global reste identique, mais cela permet de redistribuer les missions autrement et de permettre aux agents en poste de pouvoir augmenter leur temps de travail, répondant aussi là à leurs souhaits. Un certain nombre de nos agents souhaiteraient travailler plus longtemps. Eh bien, c'est une bonne perspective pour ces agents. Le poste qui voit son temps de travail évoluer est vacant, donc cela n'aura pas d'incidence sur la situation d'un agent. Donc l'annonce est en cours pour recruter un nouvel agent sur ce nouveau temps de travail. Dans la rubrique des promotions internes, c'est toujours une bonne nouvelle pour un maire de pouvoir annoncer des promotions internes. Dans le cadre des dossiers de promotion interne qui ont été présentés donc, à la commission de gestion, je rappelle que la procédure nous amène à constituer une commission d'avancement. Cette commission d'avancement répond aux vœux exprimés par le personnel. On propose une classification des commissions d'avancement et au final, c'est le centre de gestion qui décide. Le centre de gestion prend lui ses décisions en fonction de sa population de référence sur l'ensemble des départements. Donc, au vu des dossiers proposés à la commission de gestion, et pour faire suite à l'apparition des listes d'attitudes pour les promotions internes 2021, il est nécessaire de modifier un emploi existant en ajoutant les dates correspondantes afin de pouvoir nommer l'adjoint. En conséquence, il est proposé au Conseil de modifier le tableau des emplois comme présenté à l'annexe. Alors, vous avez le tableau des emplois dessous qui récapitule l'intégralité des postes concernés. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ces divers aménagements, adaptations d'emploi? Non. Donc je vous propose de voter la délibération suivante et de décider donc d'adopter
voter ces propositions, de modifier ainsi le tableau des emplois annexés et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Je me soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour les agents. C'est très bien d'avoir des perspectives d'évolution. Je passe maintenant la parole à Joël Bosson pour la partie foncière. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de deux petits sujets pour régulariser les situations déjà avancées. Ce ne sont pas des projets très importants, parce qu'il y en a un qui fait 185 mètres carrés, qui fait 118 mètres carrés. Passé beaucoup de temps là-dessus. Le premier concerne un chemin piétonnier qui est situé au bord du lac, près des rives du Motet. Vous voyez le plan, le lac en bas, les rives du Motet. Et le principe d'acquisition de l'emprise du cheminement piétonnier avait déjà été acté par une délibération du 30 mai 2011. C'est un sujet déjà ancien. Il avait été convenu que cette acquisition s'effectue pour l'euro symbolique, en échange de travaux menés par la commune, construction d'un mur, plantation d'arbres et reconstruction de la mise à l'eau. Il était également convenu que le mur construit de cheminement soit intégré dans l'entreprise acquise par la commune, afin de pouvoir en assurer l'entretien intégral eu égard aux multiples dégradations régulièrement constatées. Pour ceux qui se promènent par là-bas, on peut effectivement constater des dégradations. L'assise foncière concernée est la suivante, c'est la parcelle de section AC 74P pour une surface de 187 mètres carrés. Ce foncier entrera dans le domaine public dès son acquisition. L'acte d'acquisition sera reçu par l'étude de maître persan notaire publié aux frais de la collectivité. Ils vont demander au conseil municipal d'accepter l'acquisition de la copropriété des rives du Motet. Une fraction de la parcelle AC74 telle que définie est le plan que vous avez devant vous. Y a-t-il des questions, des remarques? On va passer à la délibération. Je vous fais grâce des différents codes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'acquisition de la copropriété des rives du Motet, d'une fraction de la parcelle cadastré AC numéro 174 pour 187 000 carrés. Dit que cette acquisition se fera à l'euro symbolique, décide que la parcelle entrera dans le domaine public communal à compter de son acquisition publique, accepte une création de circuit de passage consenti à titre gratuit au droit de la mise à l'eau, restant propriété de la copropriété des rives du Motet. Mandat de M. le maire pour soutenir la vie authentique, procéder au paiement des frais annexes et au classement définitif de la parcelle AC214P dans le domaine public. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'autre sujet tout aussi important, c'est la réquisition de la parcelle 484 suite aux travaux d'aménagement de la rue du Clos-Burnet. Alors là, c'est un sujet ancien aussi. Vous voyez la rue du Clos-Burnet, la plupart du rond-point de la Chapelle qui rejoint la rue du Clos-Burnet. Le trottoir est déjà construit. Il est déjà géré par la commune. Vous voyez ici le trottoir, la partie rouge. Et c'est lors de la vente de la parcelle 484 que on s'est rendu compte que le trottoir était toujours la propriété. Donc, il convient que la commune se porte acquéreur de cette parcelle. Ce foncier entrera dans le domaine public de son acquisition. L'acte d'acquisition sera reçu par le public perso, le terrain public, aux frais de la collectivité. Il est demandé au conseil municipal d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section AE 484 en vue de son incorporation dans le domaine public communal. Ça, c'est trop tard, j'avais pas vu. Y a-t-il des questions? Des remarques? On va passer à la délibération. Je vous passe également le code général. Considérant que l'acquisition de cette parcelle est indispensable à la création de l'entité
publique, vous l'avez demandé, une fois acquise et pour être intégrée dans le domaine public communal, le conseil communal municipal, après avoir délibéré, décide l'acquisition de la parcelle AE 484 d'une contenance de 118 mètres carrés, dit que l'acquisition se fera à Beron-Saint-Paul, décide le placement de la parcelle dans le domaine public communal à compter de son acquisition. Dit que le classement est dispensé dans le tel public pour avoir la recommandation en vigueur, mandate M. le maire pour signer la politique, procéder au paiement des frais annexes et procéder au classement définitif de cette parcelle dans le domaine public communal. Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Je vous remercie. Avec ces délibérations de régularisation du foncier, nous avons terminé l'ordre du jour des délibérations. Donc maintenant, venir sur les réponses aux questions. Quelles questions nous ont été posées par l'opposition? Donc on a déjà répondu sur la partie des avenants de la SAMOP tout à l'heure. Donc il nous reste 3 questions. Et après, je vous ferai un peu un point sur les coûts d'avenir. Là, on a un vrai sujet qu'il faut qu'on arrive à traiter. Et qu'on aura du mal à traiter au tribunal, mais je vais vous faire l'exposé. Vous allez ensuite travailler à votre voie. Première question que vous avez soumise à la Gilbert, de l'opposition. Nous souhaiterions revenir sur votre proposition de maintenir en poste l'ex-DGS pour des missions spéciales. Alors, je ne reviendrai pas sur la réglementation relative à la gestion des agents de la fonction publique territoriale, que je vous ai rappelé lors de notre dernier conseil municipal. Le recrutement de M. Lebaille par votre majorité a été réalisé sans précaution et à des conditions statutaires extrêmement favorables. Je ne dirais pas que nous avons bien été obligés, néanmoins, de prendre en considération pour gérer cette situation administrative. Celle-ci est traitée en liaison constante et étroite avec le centre de gestion 114, étape par étape, dans le respect des procédures liées au statut que vous avez accordé à M. Lebaille. Dans un premier temps, nous avons effectivement étudié la possibilité non pas de maintenir en poste M. Lebaille, comme vous le dites, mais de lui confier des missions ponctuelles, sans présence dans la commune, avec le souci de réduire au maximum le coût financier supporté par la commune jusqu'à sa date de départ en retraite, puisque vous n'avez pas jugé prudent de recruter sur un emploi fonctionnel. Nous avons dans le même temps exploré, en liaison et toujours en accord avec les centres de gestion de la cause, l'hypothèse et les conditions d'une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, par définition, suppose un dialogue avec le personnel concerné pour trouver la meilleure issue pour les deux parties. Nous avons ainsi entamé ce dialogue avec M. Lebaille en août et nous sommes parvenus à établir un projet de rupture conventionnelle qui est donc la voie désormais privilégiée. Cette proposition a été officiellement soumise à l'intéressé jeudi 16 septembre 2021, donc c'est tout frais. Il dispose désormais d'un délai de 15 jours pour approuver. Dans cette hypothèse, M. Lebaille cesserait définitivement toute fonction le 2 janvier 2022, compte tenu de son solde de congé annuel et repos récupérateur, auquel il a droit. Voilà pour la situation administrative. Outre sa situation professionnelle, il a été informé par écrit de la sanction administrative qui lui est infligée, à savoir un blâme qui lui sera notifié par arrêté du maire dans les tout prochains jours. Là aussi, on doit respecter le calendrier. Donc, à chaque fois, il y a des délais. Il a été informé qu'il y aura un blâme. Donc, on arrive au bout du délai de protestation. Donc, maintenant, je prends l'arrêté sera signé dans les 48 heures. Voilà pour la première question. Ai-je répondu à vos questions? Oui, parce que j'allais vous proposer, étant donné que
et qu'on puisse se rendre compte du soi-disant avantage qu'on lui avait fait, parce que nous étions sans dévaloriser ce qui avait été fait avant. Nous aurions aimé savoir exactement comment le dossier de ce monsieur avait été fait à son embauche, parce qu'aujourd'hui, on nous a dit qu'avec une sanction administrative, vous pouvez en tant que mairie, vous libérer de monsieur le maire. Donc vous avez pris cette sanction administrative, donc il y a donc que ce jour. Merci. Oui, alors je précise, puisque on avait évoqué la radiation. Donc on en a longuement parlé avec le centre de gestion, c'est pas notre seul fait. Et d'expérience, le président du centre de gestion sur le droit dit, dans 90% de ces cas, on passe sur le contentieux qui dure des années. Je ne souhaitais pas du tout, mais vraiment pas, qu'on traîne ce contenu, excusez-moi, pendant 2 ans. Donc nos personnels ont besoin aujourd'hui de repartir sur des bases saines. Nous avons, avec notre DGS, une bonne opportunité de vraiment redonner à nos personnels un contexte de travail apaisé. C'est le souhait. Oui. Et le président du centre de gestion 14, qui lui aussi a vécu des cas comme ça, m'a dit en plus, c'est long et on n'est pas surgagné, malgré les conditions. Donc on n'a pas voulu prendre ce risque. On est heureux aujourd'hui d'être arrivé sur une rupture conventionnelle qui dans les meilleures conditions possibles. Donc ça c'est la première question. Nous avons ensuite posé une question sur les modalités de l'installation du cirque au parc du Miroir. Donc en juin 2020, quelques jours après notre entrée en fonction, M. Prin, directeur du cirque Zavata, nous a contactés pour installer son cirque sur la commune pour le mois d'août. Les mesures sanitaires en vigueur à l'époque nous ont conduit évidemment à repousser cette éventualité à l'été 2021. Il était alors prévu que le cirque arrive la première semaine d'août pour une durée de 15 jours. En juillet 2021, M. Prin a repris contact pour fixer les modalités de son arrivée sur la commune. Le principe de son installation a été validé, sans toutefois arrêter son lieu d'implantation. Entre le clos d'eau, le stabilisé d'acidité de l'eau et le parc du Miroir. Après analyse des avantages et inconvénients, et sur la confirmation que ce cirque ne comportait pas d'animaux, une AOT, donc une autorisation d'occupation temporaire, a été signée par le premier adjoint pour une installation au parc du Miroir, pour une période de 15 jours. L'installation est avant ouverture au public, et évidemment que toutes les mesures de sécurité ont été contrôlées, y compris les mesures sanitaires pour les quelques animaux présents, alors que la présence d'animaux n'était pas annoncée. Les services techniques de la police municipale ont été présents durant toute la période pour assurer les fournitures d'énergie, veiller à ce que la présence du cirque ne perturbe pas les autres animations sur les parcs et la tranquillité globale du voisinage. En raison des intempéries en première quinzaine du mois d'août, la prolongation du séjour jusqu'à la fin du mois a été accordée. Elle a été accordée pour plusieurs raisons. D'abord parce que la direction et le personnel du cirque ont respecté les règles sanitaires et le souci était animé du souci d'occasionner le moins de dégradation possible de leur part. Ensuite, ils ont effectué le règlement régulier des loyers prévus par l'AOT. Ensuite, nous avons eu un bon retour des familles qui se déplaçaient dans cet espace et qui ont trouvé là une activité supplémentaire pour les enfants. Et enfin, des relations constantes ont été entretenues et constantes ont été entretenues avec les personnels de la commune. En clair, ils se sont bien comportés, on n'a pas eu de remontée de mauvais comportements ou de récrimination particulière. Donc, voilà ce qui est aujourd'hui le déroulé de cette installation. Est-ce que ça répond à votre question? Il y a eu des demandes suivant la délibération qui a été prise au conseil municipal. Merci. Après, nous avons une question sur le port d'Amphion. Le port d'Amphion, aucune intervention de nettoyage suite à la tempête de juillet. Le port est resté sale et souillé, laissant aux touristes une fausse image de notre commune. Là, je suis un peu plus
circonspect sur votre analyse de la situation. Bon, d'abord, je suis très heureux de pouvoir vous préoccuper de l'image de notre commune auprès des touristes dans ce secteur. Mais je me promets exceptionnel. Pendant de très longues années, sous la nature, nous avons bénéficié d'une friche immonde, hein, dont on a tous déploré. Contrairement à ce que vous affirmez, dès les premières heures de l'arrivée des déchets sur le rivage de la commune, l'ensemble du personnel d'Espace Vert Boris s'est mobilisé pour intervenir. Cela a été salué par les réseaux sociaux. Quand ça se passe comme ça dans les réseaux sociaux, on remarque. Moi, je vous remercie pour le personnel de votre question, alors qu'ils ont accepté de travailler sans relâche, y compris le dimanche, pour que les vacanciers puissent accéder au plus vite à la plage. Nous, on parlait du port, pas de la plage. Oui, mais moi je parle de l'ensemble, parce que l'intervention des services communaux se limite pas au port. La question, c'était le port. Non, mais je continue, parce qu'il faut lier tous les éléments. En 48 heures, la plage et le rivage qui étaient à traiter en priorité ont été nettoyés. Au total, ce sont plus de 40 tonnes de bois qui ont été évacués sur l'ensemble du rivage. Port et rang à la suite des intempéries du 16 au 18 juillet. Les 15 jours suivants ont nécessité, c'est vrai, un suivi régulier par l'équipe Marquise et Plage, donc plus ou moins en cohérence avec la situation, mais compte tenu aussi des contraintes des services. Alors là, je peux vous livrer un scoop, c'est que chaque jour, de nouveaux déchets ou débris ont été charriés par l'élément. Nous aimerions bien demander encore la nature, mais nous ne sommes pas parvenus. Dans les semaines qui ont suivi cet épisode d'intempéries, le bois continue de flotter et s'amonceler au gré des courants, des vents, au fur et à mesure des services techniques sont intervenus. Alors, il se peut qu'à un moment donné, les gens aient pu constater que pareil, il y avait un moment, c'est vrai. Hein. Donc, on est prêt à regarder, j'ai demandé à vos services de revérifier en ce moment aussi si nécessaire, pour qu'un nouveau nettoyage résiduel soit organisé, si l'état du point justifiait. A priori, ça semble être le cas. Alors, je voudrais rebondir sur votre intervention pour vous demander, à vous, Elisabeth Giglet, vice-présidente de CPA, de bien vouloir pousser votre souci de l'image touristique de nos communes, jusqu'à demander à l'intercommunalité de bien vouloir rétablir la collecte des déchets interrompue depuis cet épisode climatique sur le thème de la plage, sur des prétextes fallacieux qui n'existent plus. Je sais qu'on avait parlé au conseil communautaire, j'étais là aussi, monsieur le maire. Oui, mais en parler c'est bien, agir c'est mieux. Je comprends encore bien mon domaine. Je comprends bien votre difficulté. Je pense que vous avez une réponse. Il y avait une difficulté d'un camion qui doit reculer. Après, je comprends bien que c'est pas simple. Donc on ne peut pas être sensible au tourisme que sur certains points. Donc, je fais appel à votre influence auprès de votre collègue en charge des affaires ménagères pour qu'il revienne à une vision un peu plus solidaire et positive de son rôle. Oui, je pense qu'il vous avait répondu, mais si vous voulez, au prochain conseil communautaire, nous pourrons reposer la question. Tout à fait. Et je vous remercierai de nous y aider. Merci. Merci. Vous savez que j'ai aussi publié, monsieur le maire. Très bien. Dernier point, les Pousanniers. Donc, tout le monde ici connaît l'association Pousannier, dont l'objet social est la réinsertion professionnelle, dans le cadre d'une activité agricole biologique en circuit court. Cette démarche vertueuse est largement soutenue par la commune de Publier, puisque nous avons mis des terrains à disposition de l'association. Depuis notre prise de fonction, nous sommes sollicités pour une extension de ces terrains, démarche qui n'a pas pu aboutir à ce jour, malgré de multiples recherches, compte tenu des exigences en termes de surface et de nature des sols. En plus, quand on nous demande de fournir des terrains qui soient parfaitement horizontaux dans la commune, ce n'est pas toujours évident. Donc, plus récemment, en avril de cette année, Pousannier est venu nous saisir d'un projet d'extension de son activité via la construction de nouveaux locaux. Nous sommes ainsi sollicités pour un agrandissement de 500 mètres carrés de leur bâtiment agricole. L'instruction de cette demande de permis de construire révèle évidemment une contradiction formelle avec notre PLU, notre plan local d'urbanisme,
ouvrant sans équivoque la voie à un contentieux juridique. C'est clair. Si le maire je suis autorisé à permis de construire, on peut être sûr qu'on aura un, voire deux, voire plusieurs recours juridiques qui auraient de la bonne raison de prospérer. En effet, bon, il s'agit, à l'emplacement où se trouve aujourd'hui le Pouce d'Avenir, d'une zone ABJ qui correspond au PMU, ABJ, qui correspond à des jardins maraîchers biologiques à vocation d'insertion sociale et professionnelle, labellisés jardin de cocaïne. Les constructions nécessaires à l'activité agricole ne peuvent être autorisées dans cette zone qu'à la condition que leur implantation soit justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'entreprise agricole. La DDT, la Direction des territoires, saisie parallèlement, a estimé pour sa part que ce projet ne pouvait pas prospérer. Nous avons donc sollicité le préfet pour recueillir ses observations. C'est ainsi que le sous-préfet de Thonon a consulté la CCPMA, qui, par la voie de son DGS, nous a fait savoir, 1. que la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance n'instruirait pas ce dossier, au motif que la commune de Bullier n'est pas adhérente au service commun d'instruction du droit des sols de la CCPMA. Effectivement, nous sommes une des communes, comme Évian, qui a gardé la maîtrise de son pays. Le service commun d'instruction du droit des sols, le CPMA, il a surtout vocation à aider les petites communes, parce que c'est longtemps, l'instruction des dossiers d'urbanisme. Évian et Bullier ont suffisamment d'importance et de dossiers à gérer pour avoir un service d'urbanisme autonome. Ça durera l'urbanisme avec l'évolution dans les pays. Deuxième point qu'a fait savoir le DGS, c'est que les Pouces d'Avenir devraient saisir la collectivité dans le cadre d'une aide économique pour laquelle Mme Isabelle Gillet, vice-présidente déléguée à l'économie circulaire, a déjà émis en interne un avis favorable. Ça s'appelle une passe. Oui, je sais. Bien. C'est pour vous rappeler, monsieur le maire, nous sommes vus en sous-préfecture et Pouces d'Avenir, on s'est vu proposer des terrains, et c'est ce que vous disiez, des terrains plats sur la superficie, ils n'en ont pas. Nous n'en avons pas, même sur. Donc, on a cherché, après notre rendez-vous en sous-préfecture, on a cherché. Oui, tout à fait. Le 8 juin 2021, le sous-préfet de Thonon m'a fait part du fait que ce projet, au regard notamment de la loi littorale, d'ailleurs un argument qui me paraît un peu, on est très loin du littoral, hein, au sommet de la commune, donc l'application de la loi littorale, je trouve que là, pour le coup, elle est un petit peu, mais c'est la loi, présente des caractéristiques clairement illégales. Il s'agit d'activités liées à l'activité agricole, mais non nécessaires. Il m'a également indiqué qu'au regard de l'intérêt social du projet, nous y étions ensemble, hein, il pouvait être envisagé d'engager une procédure de modification simplifiée pour instituer un secteur de taille et de capacité limitée, un STECAL. Je sais pas ce que c'est un STECAL, on l'a découvert. Cette procédure permettrait de circonscrire la constructibilité au seul bâtiment aménagé et à son objet. Mais en même temps, le sous-préfet me précise que cette solution est peu satisfaisante juridiquement, même si elle a le mérite de ne pas bloquer le projet, et de passer par une consultation de la commission départementale ENAF, tout ce qui relève des terres agricoles. Et enfin, dans ce courrier, le sous-préfet attire mon attention particulière sur les différents recours d'opposants qui pourraient parvenir à l'annulation de cette évolution du PLU ou du PC. Donc on a retourné dans tous les sens. La CCP va retrouver un terrain. Nous aussi, on continue de chercher du terrain. Mais on n'a pas de terrain de 6 hectares, là, avec un sous-sol génial, garanti. Donc, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que le projet d'extension porté par Pouces d'Avenir sort incontestablement d'une dimension sociale pour devenir essentiellement économique. Domaine de compétences intercommunales. Il s'agit de créer une plateforme logistique et numérique pour un montant total de quand même de 650 000 €. C'est pas rien. Ce projet doit donc, à l'évidence, s'inscrire dans les réflexions en cours sur l'économie circulaire, domaine de prédilection de Mme Gillet, vice-présidente de la CCPMA. J'informe donc le conseil municipal qu'après recueil de tous les avis nécessaires et à regret, compte tenu des relations que nous avons avec l'association Pouces d'Avenir, nous transférons ce dossier à la CCPMA en formant
on veut que ce projet puisse être intégré dans le plan plus global d'économie circulaire porté par l'Internet. Voilà, c'était cette communication que je voulais vous faire sur Cousinir. Je ne pense pas que vous serez surpris, puisque vous avez cette réunion. Donc, on a essayé tous d'être de bonne volonté, mais là, on est au bout du feu. Donc, Cousinir est contrainte dans le temps, puisqu'il perdrait le bénéfice de subventions en mai 2022, si d'ici là, une solution était portée. Aujourd'hui, il faudrait rechercher une solution au niveau de l'Internet. Voilà, j'en ai terminé pour ces communications. Je voulais vous remercier toutes et tous de votre participation. Redire encore tout plaisir que nous avons d'accueillir la de nouvelles têtes en présence de nouveaux éléments au niveau des élus et de Stéphane Leclerc au niveau de l'administration communale. Et puis vous invitez pour retenir la date du prochain conseil municipal qui sera possible le dernier lundi d'octobre. Oui, c'est quoi, c'est le 23 25 octobre. Bien, nous en avons terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se revoit en octobre pour de nouvelles aventures. Merci.